Bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, je vais essayer de répondre à une question qui se pose à chaque fois qu'on veut intégrer l'intelligence artificielle dans un domaine fonctionnel ou un flux fonctionnel. La question, c'est comment choisir la bonne architecture. Alors, le fait d'intégrer l'intelligence artificielle dans un système, ce n'est pas simplement brancher un modèle. Derrière, c'est vraiment une gestion et c'est aussi plusieurs patterns d'architecture à choisir. Et donc là, on va voir ensemble les éléments qui vont nous aider à avoir les bonnes réponses le jour où on a besoin d'intégrer l'intelligence artificielle dans un système. Donc, durant la présentation, durant 20-25 minutes, on va essayer ensemble de suivre un chemin étape par étape avec des schémas, des diagrammes de séquence qui vont nous aider à avoir ces éléments de réponse. Et donc, on va suivre 3 étapes. La première étape, c'est l'approche non agentique, dans laquelle on va utiliser juste un prompt et un modèle. Et on va voir 2 exemples, un exemple simple et un exemple avec un prompt enrichi. La deuxième étape, on va passer à l'approche agentique, dans laquelle on va utiliser des agents IA. D'abord, on va répondre à la question simple, déjà, c'est quoi un agent IA? Et on va voir quelques exemples d'architecture mono et multi-agent. Ici, il nous reste un peu de temps. On va terminer avec la partie workflow et la partie orchestration, avec des patterns d'orchestration des agents proposés par Microsoft Agent Framework et que peuvent aussi fonctionner avec d'autres frameworks. Alors ici, je vais commencer avec le premier exemple simple, toujours dans l'approche non agentique. Donc ici, j'ai un utilisateur qui veut juste traduire une phrase. Donc je vais prendre la requête ou la question de l'utilisateur et je vais l'utiliser sans la modifier comme un prompt pour mon modèle. Donc le modèle va utiliser les données d'entraînement et de la prédiction pour générer la réponse. Une fois la réponse est générée, on va la récupérer et la renvoyer à notre utilisateur. Donc, c'est vraiment l'exemple et la solution la plus simple, la plus basique et la moins coûteuse en termes d'utilisation des tokens qu'on peut avoir parmi les autres approches qu'on va voir dans cette présentation. Cette solution a quand même des limites. Donc, déjà, on n'a pas de mémoire. Donc, si par exemple l'utilisateur pose une deuxième question en lien avec la première question, le modèle ne sera pas capable de proposer ou de donner une réponse correcte, tout simplement parce qu'il n'a pas accès à la question précédente. La deuxième limite, c'est qu'on n'a pas un raisonnement profond. Donc ici, le modèle a juste prédit la réponse pour la partie traduction. Pareil, on n'a pas des outils, donc le modèle ne peut pas interagir avec le monde externe. Et sans les outils, sans la partie raisonnement profond, le système ne peut pas être autonome pour prendre des décisions ou exécuter des actions. On va rester toujours dans l'approche non agentique et on va traiter un autre cas. Donc ici, c'est un client qui a acheté des chaussettes et il veut savoir s'il peut les retourner et profiter d'un remboursement. Donc, dans ce deuxième exemple, au lieu d'utiliser directement la question de l'utilisateur comme prompt pour notre modèle, on va essayer d'enrichir le prompt avec d'autres éléments pour avoir une réponse pertinente. Alors, le premier élément qu'on peut rajouter, c'est le système prompt. Et donc, c'est là où on va définir le persona de notre modèle, comment il doit répondre, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, les conditions, etc. La deuxième chose qu'on peut rajouter, c'est les exemples. Alors, d'une façon générale, l'IA générative adore les exemples. Donc, si vous pouvez rajouter des exemples qui peuvent influencer votre modèle, ça peut marcher. Et la troisième chose qu'on peut rajouter, c'est le contexte. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que lorsqu'on utilise des modèles comme des modèles d'OpenAI, par exemple, un modèle a été entraîné sur des données publiques, avec un dataset composé des données publiques qu'on trouve sur Internet. Mais on ne l'a jamais entraîné sur les données de l'entreprise. La deuxième limite, c'est que les éléments qu'on peut trouver dans ce dataset peuvent devenir obsolètes avec le temps. Et ça risque de nous poser 2 problèmes. Alors, le premier problème, c'est qu'ici, le client veut savoir les modalités de remboursement et de retour de notre entreprise. Et puisque le modèle, on ne l'a jamais entraîné sur les données privées de l'entreprise, donc soit il va dire « je ne suis pas capable de répondre à cette question », soit il va quand même tenter de générer une réponse basée sur ces données d'entraînement. Et sûrement, ça ne serait pas la bonne réponse. Le deuxième problème qu'on peut avoir, c'est que si je prends un modèle GPT 3.5 et je lui demande quelle est la dernière version de l'iPhone, sûrement il va me dire que c'est la version 13 ou 14. Donc, ce n'est pas la bonne réponse aujourd'hui, mais c'était la bonne réponse le jour où on l'a entraîné. Et donc, la connaissance des modèles est limitée, il peut devenir obsolète avec le temps. Donc, pour régler ces 2 problèmes, il y a plusieurs façons, mais les 2 les plus utilisées, c'est d'abord le fine-tuning. Donc, on peut réentraîner le modèle avec un dataset composé de données privées de l'entreprise pour le personnaliser et ajuster aussi ses paramètres. La deuxième option, c'est le RAG.
Le RAG, c'est le fait d'enrichir ou d'élargir les connaissances d'un modèle en temps réel au moment où on lui pose la question, au moment où il traite notre prompt. Donc, il y a plusieurs façons, pareil, pour implémenter un RAG. Ici, c'est vraiment la façon la plus basique. Donc, ce que je vais faire ici, je vais prendre quelques lignes de la documentation qui explique la politique de retour et de remboursement et je vais l'intégrer directement dans le prompt pour l'enrichir. Je peux vous montrer à quoi ça va ressembler à la fin. Donc ici, on a notre prompt, on a la partie système prompt qu'on a rajouté pour identifier le persona et le rôle principal. On a aussi les exemples, on a le contexte et bien sûr la question du client, il ne faut pas l'oublier. Et à la fin, on peut aussi même définir un format de réponse. Donc si on veut une réponse structurée, on peut lui demander de nous répondre avec un format, par exemple ici, JSON. Et une fois on a notre prompt enrichi, la suite, c'est exactement la même comme l'exemple précédent. On va envoyer le prompt directement à notre modèle qui va faire une première observation pour voir les différents éléments qu'on a dans le prompt et générer une réponse qu'on peut récupérer. Alors, encore une fois, c'est la solution la plus basique, mais il ne faut pas la sous-estimer parce que dans plusieurs cas d'usage, ça peut vraiment répondre à votre besoin. Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier, une fois que vous avez votre besoin, vérifier si cette architecture ou cette solution répond à votre besoin. Si c'est le cas, honnêtement, ça ne sert à rien d'aller plus loin que ça et de créer une usine à gaz. Et sinon, on passe à l'étape suivante avec les architectures agentiques. Alors, la première chose, déjà, c'est quoi un agent IA? Donc, un agent IA, on peut vraiment le voir comme un programme, une boîte composée de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est les instructions. Les instructions, c'est voilà, ici où on va définir le persona, l'objectif, les règles, c'est l'équivalent du système prompt qu'on a vu précédemment. Le deuxième élément, c'est les outils. Alors, les outils, c'est les interfaces, où on peut les voir comme les bras, qu'on va donner à notre agent pour interagir avec le monde externe. Et c'est grâce à ça, il peut aller chercher des informations via des API, des bases de données, en utilisant le MCP, ou il peut même interagir avec d'autres agents via le protocole agent-to-agent. Et bien sûr, pour consommer avec modération les tokens, on peut envelopper les outils avec des skills. Comme ça, on ne va pas envoyer beaucoup d'informations dans notre prompt, des informations qui ne seront pas utiles dans les premières requêtes. Le troisième élément, c'est la mémoire. Alors, la mémoire, on va trouver deux types de mémoire. On a la mémoire courte, c'est vraiment l'équivalent d'une conversation entre un utilisateur et un agent. Et on a la mémoire longue, c'est là où on va transiter toutes les informations qui ne sont pas liées à une conversation. Par exemple, le nom d'un utilisateur ne va pas changer entre une conversation et une autre. Son mode de livraison ou préféré, par exemple, ne va pas changer entre une conversation et une autre. Donc ça, c'est des informations qu'on peut stocker en mémoire. Et le quatrième élément, et aussi le plus important, c'est le LLM qui va représenter le cerveau de notre modèle. Donc le LLM, c'est lui qui va gérer toute la partie raisonnement. On va essayer de faire un focus sur cette partie raisonnement parce qu'elle est très importante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on envoie une requête à notre agent, bien sûr, la requête elle sera traitée par le modèle va lancer un cycle dans lequel il va alterner entre la réflexion et l'action. Donc, la première fois, c'est l'observation, donc il va regarder toutes les informations présentes dans notre prompt. Ensuite, il va raisonner. Et ici, on a deux options. Soit il va dire, OK, très bien, dans le prompt, j'ai toutes les informations nécessaires et avec, bien sûr, sa connaissance pour générer la réponse finale. Et donc là, on va quitter le cycle. Soit il va dire, non, je n'ai pas toutes les informations, j'ai besoin d'utiliser des outils qu'on m'a proposés dans le prompt. Donc, dans ce cas-là, on va passer à la partie action. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle ne peut pas exécuter des actions. Donc, lui, il est responsable juste sur la partie raisonnement. Il va créer ce qu'on appelle un plan d'exécution, dans lequel il va définir les outils à utiliser et avec les valeurs des paramètres à utiliser. Mais ce n'est pas lui qui va vraiment les exécuter. Alors, ce plan d'exécution, ensuite, on va l'envoyer à l'agent, et c'est l'agent qui va exécuter ces outils, récupérer les informations, les réponses, et ensuite les retransmettre à un autre modèle. Et ce cycle, on va continuer de le répéter jusqu'à ce que le modèle ait suffisamment d'informations pour générer la réponse finale. Et il n'y a pas mieux que de voir un exemple concret. Alors ici, j'ai un utilisateur, un agent bien sûr avec son modèle, et une boîte à outils dans laquelle on a deux outils, un outil de géolocalisation et un outil pour la météo. Donc l'utilisateur va poser une simple question, il veut savoir la météo à Paris pour demain. Donc là, on va récupérer, l'utilisateur va envoyer sa requête à l'agent, parce que c'est l'agent qui est le point d'entrée, l'utilisateur ne va pas communiquer directement avec le modèle. L'agent, bien sûr, il va préparer le prompt qui contient plusieurs informations. Donc, on a le système prompt, la liste des outils disponibles et l'historique de la conversation
qui contient pour le moment la question de l'utilisateur. Donc, le modèle, il va observer, il va raisonner, il va dire, OK, très bien, bah, pour Paris, j'ai besoin de connaître d'abord les coordonnées. Donc, il va demander l'utilisation de l'outil Geocode Location, bien sûr avec les bons paramètres. C'est lui aussi qui remplit les paramètres. Donc, l'agent va exécuter l'outil, récupérer le résultat et le renvoyer à notre modèle. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que à chaque fois que l'agent renvoie les informations au modèle, il renvoie vraiment le prompt dans son intégralité. Ils n'ont pas juste le delta. Donc là, le modèle va encore une fois raisonner, il va dire, OK, très bien, maintenant j'ai les coordonnées, donc je peux utiliser l'outil GetWeather pour récupérer la partie météo. Donc l'agent va exécuter le tool, il va récupérer les informations, les renvoyer à notre modèle, et le modèle maintenant a toutes les informations pour générer la réponse finale et la renvoyer. Et bien sûr, dans le prompt, maintenant, on peut voir qu'on a aussi les demandes d'exécution des outils, plus le résultat à chaque fois que l'agent exécute un outil. Maintenant, on va voir un deuxième exemple, avec cette fois-ci une solution multi-agent. On a toujours notre utilisateur, l'agent principal, et on a une boîte à outils qui est composée de 3 outils. Alors, un outil standard, c'est un calendrier auquel on peut accéder via un MCP, et 2 outils qui sont vraiment à la base des agents spécialisés. Donc, j'ai un agent spécialisé pour la réservation d'hôtels et un autre spécialisé pour les vols. Donc, ici, l'utilisateur arrive avec une demande, donc il veut faire une réservation pour un vol et pour l'hôtel. Encore une fois, l'agent va préparer le prompt qui contient toutes les informations, le système prompt, les outils, l'historique de la conversation, plus la mémoire d'utilisateur, qui est pour le moment vide. Donc, le modèle va poser une question de clarté, parce qu'effectivement, pour faire une réservation, il a besoin de connaître la destination plus la durée. Donc, l'agent va transmettre cette information ou cette question à l'utilisateur. L'utilisateur, il va répondre, mais d'une façon indirecte. Donc, il va dire, voilà, c'est pour assister à l'événement Dev with AI. Et dans la deuxième boucle de raisonnement, le modèle va dire, tiens, j'ai un moyen pour accéder à son calendrier, donc peut-être que je vais tomber sur l'événement dans le calendrier. Donc, il va demander l'exécution du calendrier, ou de l'outil qui permet d'accéder au calendrier pour récupérer les événements. Donc, l'agent, encore une fois, c'est lui qui s'occupe de la partie exécution des outils. Il récupère le résultat, il le renvoie au modèle. Hop. Ensuite, le modèle va demander d'exécuter ou d'utiliser l'agent qui permet de faire la réservation du vol. Donc, c'est l'agent qui s'occupe, encore une fois, de l'exécution des outils. On récupère les informations. L'agent demande d'exécuter ou d'utiliser l'outil qui permet de faire la réservation d'hôtel. Et à la fin, on envoie toutes les informations à notre modèle qui est maintenant capable de générer la réponse finale dans laquelle on a les numéros de réservation pour le vol et les informations pour l'hôtel. Alors, même si dans le chat, ici, on voit juste 4 messages, c'est-à-dire l'échange entre l'utilisateur et l'agent d'une façon générale, mais en réalité, si vous regardez dans la partie chat et story, on a 10 messages. Parce que même les échanges entre l'agent et le modèle sont considérés comme des messages qu'on va loguer dans la partie historique, dans ce qu'on appelle un objet chat et story, si je parle avec le langage de Microsoft Agent Framework. Et dans la partie mémoire, donc effectivement, lorsqu'il a récupéré l'événement, il a trouvé le nom du participant, donc il l'a stocké dans la partie mémoire. Donc lui, il n'est pas dans le chat et story parce que c'est une information qui ne va pas changer. Toujours dans l'approche agentique, on va voir un autre cas d'usage avec une solution multi-agent mais orchestrée as code. Donc ici, j'ai un cas simple, un utilisateur et mon agent en bleu. Mais entre les deux, je vais rajouter un agent modérateur, c'est pareil, un autre agent avec son modèle et ses outils, etc. Et lui, il va jouer le rôle de filtre, donc il va filtrer toutes les demandes entrantes pour voir si elles sont cohérentes et conformes avec le scope de mon agent principal. Si c'est le cas, il va les laisser passer, sinon il va les refuser. Donc ici, l'utilisateur demande à notre agent s'il peut l'aider pour rédiger une lettre de démission. Bien sûr, le modérateur va refuser parce que c'est hors scope, donc lui, il n'est pas spécialisé dans ça. La deuxième requête, l'utilisateur, effectivement, pose une question, une demande sur la réservation d'hôtel et de vol. Donc, dans ce cas-là, la demande sera validée. Et on passe la main à l'agent de réservation d'hôtel et de vol. Donc ici, on est vraiment sur une orchestration manuelle. Ça veut dire que c'est as code, qu'on va prendre la requête de l'utilisateur, on va la passer au premier agent, et ensuite, si ça passe, on va la soumettre à notre agent principal, sinon, on va la refuser.
Et un dernier exemple dans l'approche agentique, c'est pareil, une solution multi-agent. Donc, j'ai mon utilisateur, j'ai mon orchestrateur qui est l'agent principal. J'ai enlevé la partie modérateur juste pour simplifier le schéma. Et de l'autre côté, on a les outils. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on veut sous-traiter une tâche à un agent, une tâche vraiment critique, sensible, il ne faut jamais faire confiance à nos agents, parce que derrière, c'est vraiment des modèles et qui ne sont pas déterministes parfois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un autre agent qui va prendre le rôle de juge et qui va juger et vérifier la réponse de l'agent qui gère la partie voyage pour voir s'il est conforme, s'il est correct ou non. Et s'il n'est pas conforme, bah, effectivement, on va lui faire des retours. On peut faire des itérations, ça dépend de notre besoin, jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne réponse. Donc ici, j'ai l'utilisateur qui veut un itinéraire pour 2 jours à Paris. Donc on va tout simplement envoyer la demande à l'agent de voyage, parce que c'est lui qui est spécialisé. Donc lui, il va nous proposer un itinéraire, apparemment qui n'est pas bon, vous pouvez le voir ici. Pour le premier jour, bah, il va proposer la même destination 2 fois. Pour la deuxième journée, il propose une seule destination, donc ce n'est pas conforme. Mais pour le moment, on ne le sait pas. Donc nous, on va juste utiliser le deuxième outil qui est l'agent juge pour vérifier effectivement la conformité de cette réponse. Donc le juge, bien sûr, il va refuser dans ce cas-là la réponse et il va faire un feedback avec une explication détaillée pourquoi la réponse n'est pas correcte. On va renvoyer toutes ces informations à notre agent de voyage et il va générer une deuxième version de la réponse qu'on va réévaluer une deuxième fois. Et cette fois-ci, il est validé par le juge, donc on va l'accepter et on va l'adopter pour la suite du process. Alors maintenant, on va voir la partie workflow et la partie orchestration. Alors, un workflow, déjà, c'est juste une mécanique pour exécuter plusieurs étapes, mais surtout pour garder la main sur le déroulement de l'opération d'une façon générale. Et Microsoft Agent Framework propose plusieurs patterns, et les patterns, c'est juste des workflows qui sont pré-créés par Microsoft. Et donc, si vous utilisez un autre framework comme Microsoft Agent Framework, vous pouvez les recréer vous-même. C'est juste des algorithmes, rien de plus. Et à la base, les workflows qui sont proposés par Microsoft n'ont vraiment rien à voir avec l'intelligence artificielle. C'est juste que Microsoft l'ont proposé dans le framework parce qu'on peut les utiliser pour orchestrer des agents IA. Mais vous pouvez les utiliser tout simplement pour créer des workflows statiques. Donc, le premier pattern, c'est le pattern séquentiel, dans lequel on va avoir plusieurs agents organisés en pipeline, et chaque agent va traiter la tâche à son tour, et il va passer sa sortie à l'agent suivant. Donc, le output d'un agent, c'est tout simplement l'input de l'agent suivant. Après, on peut avoir une autre mécanique, c'est un contexte qui est partagé, dans lequel on va mettre les informations qui seront accessibles à n'importe quelle étape du workflow. Et ce pattern séquentiel, c'est le plus basique et le plus simple à mettre en place, mais qui peut répondre à des cas d'usage. Donc ici, j'ai un exemple d'une application de tri des déchets qui est basée sur l'intelligence artificielle. Donc l'utilisateur va arriver avec une photo qui contient des éléments. Le premier agent de vision, il va détecter les éléments sur la photo. Ensuite, il va les passer à l'agent de tri qui va dire là où il faut mettre chaque élément, tout simplement. Les inconvénients de ce pattern, c'est déjà, si on a une latence, ben on va l'accumuler, surtout si on a un workflow qui contient plusieurs étapes, une dizaine d'étapes. Une fois qu'on a une latence, ben on va l'accumuler. Et pareil, on va propager les erreurs et les mauvaises sorties. Donc, si par exemple, le premier agent vision, il met dans la sortie des éléments qui ne sont pas présents dans la photo, ben effectivement, le deuxième agent n'a aucun moyen pour vérifier ça, donc il va répondre en se basant sur cette réponse. C'est pour ça qu'il faut toujours rajouter ces mécaniques de juge pour être sûr et certain que la réponse est bonne avant de la propager par la suite dans le workflow. Ça, je le passe. Le deuxième pattern, c'est le parallèle. Donc ici, on va lancer plusieurs agents pour traiter exactement le même input, mais en parallèle. Et après, chacun va produire un résultat différent et on va les agréger pour prendre une décision ou tout simplement exécuter notre tâche. Pour les agents qu'on peut lancer en parallèle, il y a plusieurs options. Soit on peut lancer des agents différents, comme le cas ici. On peut aussi lancer plusieurs instances du même agent. Ça dépend vraiment de notre cas d'usage. Donc le workflow permet de faire les deux. Le plus dur dans ce pattern, c'est vraiment la partie agrégateur. C'est le fait d'écrire un algorithme qui permet d'agréger les résultats et de gérer les différents cas. C'est vraiment la partie la plus compliquée dans ce workflow. Et pareil, le premier pattern et le deuxième pattern sont des patterns déterministes parce que les étapes, on les détermine as code. Donc, ce n'est pas les modèles qui ont la main sur la structure. Par contre, ce qui n'est pas déterministe, c'est le contenu généré par les agents IA.
Ça, effectivement, c'est une partie qui n'est pas déterministe. Ça, je le passe. Le troisième pattern, c'est le groupe chat. Donc ici, on va avoir une sorte de conversation collaborative avec plusieurs agents qui vont contribuer ensemble pour répondre à une question, exécuter une tâche, mais qui sont coordonnés par un orchestrateur, et c'est lui qui a la main sur la sélection et sur le contrôle. Donc le point d'entrée, c'est l'orchestrateur, donc c'est lui qui reçoit la demande ou la requête de l'utilisateur, et lui, avec deux patterns, soit avec du round robin si on veut vraiment avoir un pattern déterministe, soit en utilisant ce qu'on appelle le prompt base, c'est le fait de mettre toute l'intelligence d'orchestration dans le prompt de l'orchestrateur. Et donc là, il faut vraiment faire gaffe parce que si effectivement l'agent orchestrateur se trompe pour une raison ou une autre, effectivement le résultat ne sera pas le bon. Et donc l'orchestrateur, dans tous les cas, avec sa décision, il va choisir ou élire les éléments qui vont prendre la main selon bien sûr la demande de l'utilisateur. Et c'est lui qui récupère la réponse finale pour la renvoyer à notre client. Donc c'est le point d'entrée, le point de sortie. Et le dernier exemple, c'est le hand-off. Donc ici, c'est toujours le même principe. Donc c'est une conversation de plusieurs agents, sauf qu'ici, on n'a plus ce manager ou cet orchestrateur qui distribue les rôles entre les différents agents. Donc on a un point d'entrée parce qu'on a toujours besoin d'un point d'entrée pour un workflow. Donc c'est lui qui va prendre la demande et ça, on le définit as code. Donc cette partie-là, elle est déterministe. Par contre, tout le reste, c'est non déterministe parce que cet agent, en se basant sur son raisonnement, il va choisir l'agent suivant jusqu'à la fin. Et je vais dire que c'est non déterministe à 90%. Je garde les 10% parce qu'il y a une mécanique pour dire si par exemple j'ai un workflow dans lequel j'ai, je ne sais pas, 15 agents, je peux dire que le premier ne peut passer la main qu'à 3 agents parmi les 15. Je peux les définir les 3. Donc cette partie-là, elle est déterministe, c'est juste la configuration. Par contre, qu'est-ce qu'il va choisir parmi les 3? Ça va vraiment dépendre du raisonnement du modèle. Et j'arrive au dernier slide. Donc, c'est juste un récap de tout ce qu'on vient juste de dire. Donc, une fois que vous avez votre besoin, vraiment la première question à poser, est-ce que cette approche non agentique peut vraiment répondre à votre besoin? Si c'est le cas, commencez déjà par ça. Ça peut vraiment traiter plusieurs cas d'usage. Si ce n'est pas le cas et que vous avez vraiment besoin d'un agent avec une mémoire, avec une conversation, avec l'autonomie pour prendre les décisions, avec vraiment un raisonnement profond, vous pouvez passer à l'étape suivante dans laquelle vous avez une solution mono-agent avec cette boucle React pour révisionner une action dans laquelle votre agent va vraiment alterner les actions de réflexion plus action. Ici, ça ne répond toujours pas à votre besoin. Vous pouvez aller à l'étape suivante dans laquelle vous avez une solution multi-agent orchestrée soit as code, avec n'importe quel langage de programmation, soit orchestrée avec des patterns ou des frameworks qui proposent des patterns d'orchestration comme Microsoft Agent Framework. Et on arrive à l'étape question. Ici, vous avez un QR code parce que j'ai passé rapidement sur la partie fine-tuning et le RAG. Donc, c'est un article que j'ai rédigé qui détaille exactement la différence entre le fine-tuning et le RAG. Et après, vous avez accès à mon LinkedIn si ça vous intéresse. Et ça m'intéresse la question. Alors, des questions. Bonjour, ma question c'était sur le dernier exemple que tu as donné sur la partie multi-agentique. Est-ce que tu avais pu benchmarker ou comparer ou observer des différences de performance entre l'orchestrateur ou le juge ou alors le multi-agent? Ou c'est sensiblement la même chose? Alors, effectivement, côté Pexis, on a plusieurs projets dans lesquels c'est des solutions généralement multi-agents, mais vraiment les premières étapes, c'était vraiment juste un prompt avec un modèle. Et au fur et à mesure, effectivement, on a enrichi la solution, on a créé des agents, et après, on a dit qu'un agent avec plusieurs responsabilités, ça commence à devenir non pertinent. Donc, on a séparé les agents pour séparer les responsabilités. Une fois qu'on les a séparés, on a vu le besoin pour avoir un orchestrateur, donc on a mis en place un orchestrateur. Après, il y a deux cas d'usage. On n'a pas tout le temps besoin d'avoir un agent conversationnel avec un chat et story et tout ce qui va avec. On peut vraiment avoir juste un workflow qui existe déjà en C# par exemple, et dans lequel on peut se traiter certaines étapes à un agent IA, sans même passer par les patterns d'orchestration de Microsoft. Ça, c'est vraiment la version VIP. Voilà. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bonjour, merci pour la présentation. C'est un peu plus général, mais je n'ai pas saisi dans quelle entreprise vous travaillez, dans quel poste exactement, et du coup, question qui en découle, comment est-ce que vous appliquez tout ça au quotidien dans votre poste? Ok. Ah, désolé, oui, effectivement, je n'ai pas fait la présentation au début. Donc, je suis Mohamed Ben Saïd, donc je travaille chez Pexis en tant que responsable technique. Donc, Pexis, c'est la filiale IT de Cdiscount, et je suis responsable technique de la direction après-vente. Alors, je peux répondre à monter récemment. Donc, c'est une équipe qu'on a créé des agentiques pour traiter les discussions entre les clients et les vendeurs. Et donc, effectivement, il y a les conversations entre les clients et les vendeurs. Et parfois, soit les vendeurs, effectivement, ils ne vont pas comprendre la question des clients. Ils vont poser des questions, les clients vont répondre. Ça va prendre des journées et des journées. Alors là, ce qu'on a mis en place, c'est un système de clarté. C'est un assistant qui va aider le client pour rédiger son premier message. Parce qu'une fois le premier message est rédigé correctement avec toutes les informations, ça va aider le vendeur, effectivement, à répondre rapidement et à traiter rapidement la demande du client. Merci. Et du coup, j'ai une question. Comment tu observes ce qui se passe sur tes différents agents d'observabilité, peut-être des protections que tu as mis pour empêcher que les clients détournent l'outil? Ouais. Comment est-ce que tu as déjà des feedbacks sur ça? Alors, déjà pour toute la partie monitoring, donc je vais parler uniquement pour Microsoft Agent Framework parce que je ne connais pas les autres frameworks. On a la possibilité de rajouter des middleware au niveau de toutes les transactions qui vont collecter toutes les informations que, bien sûr, le client ne va jamais voir. Donc, nous, on les observe et on est capable de reconstruire toute l'image dès le départ de la requête client jusqu'à la réponse finale pour effectivement évaluer le comportement de tous les agents, pas uniquement que l'orchestrateur. Pour la partie sécurité, effectivement, il y a ces mécaniques de modérateur plus toute la partie juge et surtout au niveau des modérateurs pour éviter toute la partie jailbreak. Donc, effectivement, il y a des règles qu'on met en place. Merci pour la présentation. Est-ce que tu as déjà eu à gérer des changements de modèle, de version, par exemple, passer d'une génération à l'autre, et à quel point ça impacte les différents patterns? Est-ce qu'il y en a qui sont plus ou moins robustes au changement de capacité des modèles ou de personnalité des modèles? Alors, dans toutes les expériences que j'ai vécues au sein de l'entreprise, donc j'ai utilisé principalement du GPT-4 mini et GPT-5. Côté dev, ça n'a aucun impact parce que c'est que de la configuration. L'impact, on le voit vraiment sur le comportement, surtout sur la partie raisonnement. Parce que, par exemple, avec le raisonnement de GPT-5, c'est là où on a un vrai raisonnement qu'on peut activer ou désactiver. On voit vraiment la différence. Par contre, sur vraiment tout le reste, c'est vraiment des tâches basiques. À mon avis, donc même un GPT-4 mini, il est vraiment capable de répondre aux besoins. Mais là où, à chaque fois qu'on observe qu'il y a besoin d'avoir un vrai raisonnement, qu'on ne veut pas prendre le risque, on passe sur GPT-5. Une dernière question. Sur ce genre de workflow, quand vous devez les tester, est-ce que vous les testez avec d'autres agents et d'autres IA ou est-ce que vous faites ça à la main? Alors, pour le dernier projet que j'ai cité sur la partie discussion, on a créé une mécanique, ce qu'on appelle un LLM Evaluator, qui nous permet à la fois d'évaluer les modèles d'une façon isolée et d'évaluer aussi les agents. Donc, c'est vraiment un outil fait maison dans lequel, à la fois, tu peux faire une vérification non déterministe ou une vérification déterministe. Je peux vous donner un exemple. J'ai par exemple un agent qui doit déterminer la typologie de la discussion en se basant sur le premier message du client. Alors ici, l'agent en sortie, il va juste me donner vraiment le code de la typologie. Et donc là, effectivement, je n'ai pas besoin d'utiliser un modèle pour tester cette réponse. Donc je vais juste vérifier que cette réponse correspond à une réponse exacte avec un equal, par exemple. Si je prends un autre agent de clarté, c'est l'agent qui pose des questions de clarté, effectivement, pour collecter le maximum possible des informations pour rédiger le premier message client. Là, effectivement, je suis sur du non déterministe. Et donc là, j'ai besoin d'utiliser un agent pour évaluer, c'est pareil, c'est comme un juge, pour évaluer la réponse du premier agent. Dernière question, j'avais pas vu. Non, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.